bonjour à toutes celles et à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, et tout particulièrement évidemment Monsieur le Préfet, Madame la Préfète. Je vous renouvelle mes très amicales et très sincères salutations. Si vous le permettez, et à l'instigation de Jean-Pierre, ce n'est pas le ministre qui va s'exprimer, ce n'est pas non plus quelqu'un qui connaît par un savoir scientifique ou académique les questions dont nous avons à parler cet après-midi, mais après le très haut niveau du débat de ce matin, je voudrais juste m'exprimer à la fois comme un ami de la Chine, et Jean-Pierre Raffarin le rappelait à l'instant, et puis aussi effectivement comme un élu de terrain qui donc a, depuis maintenant le début de mon engagement politique, a eu à connaître la communauté chinoise, puisqu'elle s'est développée d'une façon très symbolique, pas unique, mais très symbolique, dans le 13e arrondissement. Cher Boumi, nous nous connaissons depuis évidemment très longtemps. Alors, un petit mot comme ça qui peut éclairer aussi d'autres choses. Nous n'avons pas de difficulté à parler de communauté chinoise, nous, élus du 13e arrondissement, et pourtant, nous ne faisons pas dans le communautarisme à proprement parler. Nous sommes dans un processus d'intégration avec les différentes générations de personnes de culture, parfois de nationalité, de tradition chinoise qui sont venues dans le 13e arrondissement. Je dirais un mot du problème de l'immigration à Paris et à quoi cela correspond, parce que je pense que ça peut enrichir votre réflexion. Et nous avons simplement une discussion sur l'intégration qui se fait de façon harmonieuse, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas, ici ou là, des problèmes de compréhension, d'adaptation mutuelle. C'est vrai que, s'agissant d'un certain nombre de réglementations, par exemple, nous avons eu un travail de pédagogie qui, pour l'essentiel, est aujourd'hui parfaitement réalisé. Et en même temps, nous avons pu donc avoir une attitude qui était une attitude de dialogue, de compréhension, de respect, avec le sentiment qu'il y a une intégration et une compréhension. Nous avons combattu aussi contre un certain nombre de préjugés qui ont pu exister dans les années 80-90. Il y avait des préjugés sur les secrets qui pouvaient exister dans la communauté. S'agissant du 13e arrondissement, je pense que nous avons bien vaincu tous ces préjugés. Et en même temps, j'en dirai un mot aussi tout à l'heure, il y a des préjugés encore qui existent dans la société française. Ceux d'entre vous qui suivent l'actualité, qui ont vu ce qui s'est passé à Aubervilliers, c'est-à-dire que, et ce n'est pas la première fois, que des représentants de la communauté chinoise se font agresser, et selon toute vraisemblance, pas simplement agresser en raison des problèmes de sécurité, de délinquance qui peuvent exister ici ou là, mais qui sont aussi victimes, là encore, de préjugés. Donc il y a des préjugés dans la société française encore aujourd'hui. Tout ça, il ne faut pas avoir peur d'en parler pour regarder les choses et les affronter. Un mot sur la diaspora, et c'est à travers ça que je vais essayer de dire. À juste titre, on a analysé ce matin la manière dont la Chine aujourd'hui veut s'ouvrir au monde d'une façon nouvelle, particulière et plus intense, en prenant la dimension à la fois politique et économique des raisons internes et externes qui ont pu pousser la Chine à une certaine forme d'évolution dans son rapport au monde. Mais on n'a peut-être pas encore souligné l'idée que la problématique des diasporas des diasporas chinoises existant dans l'ensemble de la planète, soit d'une façon traditionnelle, soit d'une façon plus récente, était aussi une des raisons qui a amené la Chine à s'interroger sur son rapport au monde. D'ailleurs, vous le savez sans doute, elle a une organisation politique puissante qui s'adresse à ces communautés chinoises dans le monde, avec le souci parfois de les suivre, mais souvent aussi de les défendre, de défendre leurs intérêts, et de créer un lien
qui existe toujours, mais qui n'est pas un lien aussi automatique que certains pourraient le penser entre ce que nous pourrions appeler la mère patrie et des Chinois qui ont connu des migrations selon les différentes étapes de l'histoire de la Chine ces derniers siècles, et pas simplement ces dernières années. Alors, j'en viens au 13e arrondissement. La plupart des représentants de la communauté chinoise qui sont dans le 13e arrondissement ne sont pas les premiers représentants de la communauté chinoise à Paris, mais ont été les plus visibles, les plus importants en nombre pendant un certain temps. Et c'était en fait des représentants de des communautés chinoises de l'ancienne Indochine qui ont eu à connaître les difficultés abominables qui se sont passées, évidemment, lors des années 70. Et bien évidemment, vous avez en tête ce qui s'est passé principalement et dramatiquement dans le Cambodge. Et beaucoup de nos amis sont venus dans le cadre de ce qu'on a pu appeler les Boat People. Ils sont venus dans le courant des années 70, marqués par leur tradition chinoise, mais aussi leur rapport à l'ancien empire colonial français, marqué aussi par le sud-est asiatique. Et marqué aussi par, peut-être que nous parlons très souvent de la Chine, mais qu'il n'est pas interdit de regarder, y compris lorsque l'on voit les diasporas, qu'il y a des Chines. Et que, par exemple, dans le 13e arrondissement, nous avons une population, dite nos amis Teochew, qui ont une culture, une langue, un opéra, une gastronomie qui est assez différente de celle de Pékin, assez différente de celle de Shanghai, et même assez différente de celle de Canton, alors que entre le pays des Teochew et les cantons, il y a quelques dizaines de kilomètres, quelques centaines. Alors, ça a été ça l'histoire du 13e arrondissement, donc marqué par ces événements Boat People. Mais il y avait une histoire précédente, je vais vite, ça a été là aussi une histoire dramatique, notamment celle autour de la guerre de 14-18, où beaucoup de Chinois ont été amenés en France dans des accords plus ou moins clairs, pour dire les choses comme elles sont, pour être à la fois des ouvriers, notamment dans les industries d'armement, mais aussi des gens présents sur le front pour être brancardiers, pour aussi essayer de déminer, pour essayer aussi de ramener les morts dans des cimetières. Et ils ont été victimes eux-mêmes parce qu'ils étaient en zone de combat. Et il y a eu plusieurs centaines de Chinois qui sont morts au front français. Ils n'étaient pas français, ils n'étaient pas dans l'Empire français, mais ils sont venus d'une façon souvent dramatique et indirecte sans doute, mais dramatique quand même, aider à l'effort de guerre français. Un certain nombre d'entre eux sont restés sur le territoire national, alors que la plupart étaient rapatriés en Chine. Ils sont restés sur le territoire national. Ils étaient souvent originaires d'une ville très symbolique de l'émigration chinoise, Hangzhou. Il y a eu une émigration à Hangzhou qui a repris sans doute dans les années 80-90. Cette fois-ci, c'est une ville, ils venaient directement des éléments continentaux. Ils ont une autre culture, un autre rapproche, évidemment, que par exemple des Chinois qui sont plutôt ceux du 13e arrondissement. Et donc, vous avez vu arriver dans le nord de Paris d'autres populations qui ont une autre culture, d'autres métiers, d'autres traditions, des problèmes d'intégration qui ne sont pas exactement les mêmes, évidemment, que ceux que nous avons dans le 13e arrondissement. Je me permets d'insister sur tout cela parce que, encore une fois, lorsqu'on regarde la Chine, il faut aussi voir sa diversité culturelle. Et puisque nous parlons de culture, nous parlons peut-être de gastronomie, et que, par exemple, évidemment, il n'y a pas un restaurant chinois, mais il y a des quantités de gastronomie chinoise qui peut-être d'ailleurs ne sont pas suffisamment, c'est un dialogue que j'ai avec Boumi depuis longtemps, qui ne sont pas suffisamment mises en évidence dans leur diversité, y compris au sein de notre capitale. Donc, une richesse vraiment très importante, et je pense que cette richesse, on la retrouve sous des formes diverses, parce que, évidemment, vous avez bien connu, et avec sa spécificité, toute l'immigration chinoise
à la fin du 19e et au début du 20e siècle aux États-Unis, dans des conditions souvent aussi dramatiques, cette fois-ci d'exploitation du travail. Et puis, vous avez une émigration européenne, même si la France, avec 600 000 ressortissants de culture ou d'origine chinoise, est le pays le plus important. La ville de Paris, avec plus de 300 000, 200 à 300 000 ressortissants de culture chinoise, est évidemment la ville où il y a la plus grande communauté chinoise en Europe. Tout ceci pour dire que c'est un apport tout à fait fondamental que nous avons l'habitude de célébrer dans notre pays. Est-ce que j'ai été déjà trop long, Jean-Pierre ? Pas du tout, non, bon. Non. Alors, bien. Alors, cette richesse-là, évidemment, elle a marqué la politique chinoise parce que, on le rappelait ce matin, lorsque s'est passé les événements de Libye, évidemment, la Chine s'est sentie totalement impliquée dans l'idée qu'elle ne pouvait pas laisser plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de citoyens chinois dans une situation de très grand abandon, dans des risques considérables. Et ça a été un des motifs aussi d'ouverture. De la même façon qu'après les événements de la fin des années 80 en Chine et le blocus qui a eu lieu, le gouvernement chinois, je crois qu'on peut le dire, s'est beaucoup appuyé sur la diaspora chinoise, pas spécialement en Europe, mais beaucoup dans l'Asie du Sud-Est, où il y avait une diaspora chinoise très importante. Et quand on voyait les cartes et la présence, évidemment, de la Chine ce matin dans l'Asie du Sud-Est, n'oublions pas qu'il y a évidemment toujours une diaspora chinoise qui joue un jeu dans la diversité. Singapour était plutôt d'un côté de la carte que d'un autre, mais il y a aussi une influence chinoise qui existe à travers sa culture, ses populations, encore une fois, dans sa diversité. Et pour nous, je passerai donc au second aspect des choses, c'est une matière considérable pour tisser des liens, et alors même que le poids politique, pour dire les choses comme elles sont, et d'ailleurs c'est peut-être dommage, nous avons réussi, dans le 13e arrondissement, à avoir un élu au Conseil de Paris qui est issu de la communauté chinoise, mais il y a toujours une certaine forme de distance de nos amis de la communauté chinoise. Et dans une circonscription comme la mienne, je le regrette, mais alors qu'il y a 20 ou 30 000 Chinois qui sont censés y habiter, il y en a peut-être 4 ou 5 000 qui sont inscrits sur des listes électorales, soit qu'ils ne soient pas français. Certains d'entre eux sont apatrides, je le rappelle, notamment avec nos amis qui viennent du Cambodge, du Vietnam ou du Laos. Et puis d'autres donc ont la nationalité française, mais ne sont pas dans cette logique de s'inscrire, de participer à la vie démocratique, même si les jeunes générations, on le voit maintenant, commencent à avoir une activité et une présence beaucoup plus grande. Mais au-delà de cet aspect politique, évidemment, la communauté chinoise a apporté beaucoup de choses. D'abord, mais Boumi peut-être en parlera, au plan économique, nous avons évidemment des liens particuliers. Je me souviens qu'un jour, allant au Cambodge, dans une visite parlementaire, je me suis retrouvé un jour invité, le soir même, alors que rien n'était programmé pour cela, par une dizaine de personnes qui étaient tous des représentants de la communauté chinoise que je connaissais très bien du 13e arrondissement, mais qui étaient à Phnom Penh. Ils se retrouvaient à Phnom Penh parce qu'ils étaient d'origine chinoise, ayant vécu au Cambodge. Et c'est vrai, par exemple, qu'au Cambodge, il y a aujourd'hui une présence française qui est aussi assurée à travers le fait que nous avons beaucoup d'amis sino-cambodgiens français qui sont présents et qui, évidemment, sont pour nous aussi un relais plus important que d'autres. Et puis, donc, une diversité de nature économique. La présence aussi de notre communauté est très importante du point de vue éducatif, parce que, évidemment, la demande tout à fait légitime des populations ayant une culture chinoise, eh bien, de favoriser aussi l'apprentissage du chinois comme étant une des langues vivantes auxquelles ils pouvaient évidemment exceller. Et là, je dis exceller, ça n'a rien d'évident, parce que la plupart des familles chinoises qui sont dans le 13e arrondissement ne parlent pas le mandarin, en tout cas à la famille. Elles parlent, comme je vous le disais, une langue qui est très différente, me semble-t-il, pratiquement incompréhensible entre le mandarin et le téotiou, mais néanmoins, beaucoup d'entre eux apprennent aussi
le mandarin, et en tout cas veulent apprendre le mandarin. Et donc nous avons développé des filières d'excellence depuis l'école primaire jusqu'au lycée, jusqu'à la terminale. Et donc ça a structuré, à travers cette demande, ces opportunités, cet environnement, ça a structuré une filière chinoise dans l'ensemble enfin dans l'ensemble, pas dans toutes les écoles et pas dans toutes les classes, mais en tout cas, il y a une offre significative d'apprentissage du chinois tout au long de la scolarité, qui est utilisée par, évidemment, des petits Français d'origine chinoise, mais aussi, au moins à hauteur de 50%, par des petits Français qui ont d'autres origines, je ne dirais pas d'ailleurs gauloises seulement, parce que, comme on le dit souvent, mais aussi d'autres nationalités, parce que dans les quartiers populaires où il y a cet apprentissage du chinois, il y a évidemment des petits Français qui ont tout un tas d'autres cultures d'origine que la culture française ou que la culture chinoise. Donc une richesse et une diversité déjà en matière éducative. Au plan culturel, il y a évidemment tout un tas d'événements, de jumelage qui nous lient avec la Chine. Je ne rentrerai pas trop dans les détails parce que ce n'est pas pour le coup d'une originalité tout à fait extraordinaire. Je soulignerai quand même le fait qu'autour du Nouvel An chinois, il y a maintenant un événement qui est devenu un événement parisien. Nous avons plusieurs dizaines de milliers, parfois plus de 100 000, 200 000 personnes, selon la météo, puisqu'on se retrouve en général fin janvier ou début février, ce qui n'est pas forcément simple pour les manifestations extérieures, selon le contexte aussi, mais avec un événement qui est devenu un événement parisien, où des petits Parisiens, voire même des provinciaux, viennent à Paris le jour du défilé chinois pour avoir cette approche de tout ce qui est cet art de la rue, ces manifestations d'une identité chinoise, là encore diverse, mais en tout cas vue comme étant dans son ensemble. J'aurais pu signaler aussi que, vous l'avez bien compris, qu'au-delà de cette dynamique chinoise, c'est une dynamique asiatique qui est en fait souvent portée, c'est-à-dire que, eh bien, il y a une place pour la civilisation khmer, il y a une place pour un certain rapport au bouddhisme, etc., etc. Il y a donc tout un environnement qui est plus large simplement que la dynamique de la culture chinoise. Troisième sujet, qui est un sujet qui me tient à cœur, ça a été le développement des rapports entre la médecine occidentale et la médecine chinoise. Je sais qu'ici, il y a des gens aussi qui travaillent au plan national, mais nous avons réussi, dans un grand scepticisme, lorsque j'étais président du conseil d'administration de l'assistance publique, dans un hôpital avec une tenue scientifique aussi importante que la Pitié-Salpêtrière, nous avons réussi à convaincre d'abord une majorité, puis après une quasi-totalité du corps professoral français, médical français, qu'il devait y avoir un intérêt à travailler sur l'approche comparée entre la médecine occidentale, française mais occidentale, et la médecine chinoise, sur des médecines complémentaires. Et donc nous n'étions pas, et nous ne sommes pas là dans des théories facilement colportées par des gens qui n'y connaissent pas forcément grand-chose dans la grande presse, mais par des procédures, des processus qui étaient des processus de comparaison et d'évaluation en matière scientifique, avec des procédures tout à fait scientifiques de comparaison et de rapprochement, et avec l'idée d'une certaine complémentarité qui pouvait exister dans plusieurs domaines, pas forcément dans tous, bien évidemment, mais dans plusieurs domaines. Et c'est des sujets où la Chine attend beaucoup, d'ailleurs, je pense, parce que elle veut projeter à la fois ce qui est sa culture, ce qui est aussi son intérêt économique, parce qu'au-delà de la médecine chinoise, il y a évidemment des produits, des façons d'être, etc., de l'enseignement. Il y a donc une volonté d'apporter sa pierre au monde, et je pense et j'espère que notre pays est capable de comprendre que nous avons des intérêts majeurs, à savoir non pas basculer dans je ne sais trop quelle approche qui ne serait pas celle de la raison, mais basculer dans des approches qui sont
avec des savoirs qui sont authentiquement complémentaires, intéressants, non seulement du point de vue des soins, mais du point de vue de la recherche, du point de vue, évidemment, des approches scientifiques des sujets. Et donc, nous avons toute cette richesse. J'en reviens, je ne veux pas terminer par une note négative, mais par ces questions de sécurité, pour dire, parce que j'ai vu plusieurs textes circuler, et certains parlent d'un racisme, d'un néo-racisme en quelque sorte, présent vis-à-vis de la communauté chinoise, étant entendu que le racisme n'est pas le monopole de qui que ce soit. Il est partagé par toutes, malheureusement, spontanément, beaucoup de populations peuvent être amenées à développer des sentiments racistes. Et il y a là des préjugés qui se font sur la communauté chinoise, trop présents dans notre... ces préjugés étant beaucoup trop présents dans notre société et contre lequel il faut que nous luttions avec force et évidemment avec des actions d'explication et de présence à la fois des forces de police, je l'espère aussi d'une justice qui saura être exemplaire et qui saura qualifier ces comportements. Bref, tout ça pour dire qu'au total, nous avons une présence chaleureuse de la communauté chinoise dans notre pays, je le crois. Elle est porteuse d'un intérêt mutuel, d'un enrichissement mutuel qui est absolument considérable. C'est un signe aussi là, contrairement à ce que l'on dit, c'est que l'intégration française fonctionne, sans doute plus facilement lorsqu'il y a des formes de diversité des populations et qu'il n'y a pas un caractère totalement homogène. Sans doute qu'il faut aussi plusieurs générations qui se succèdent pour que les choses se fassent bien. Mais il y a en tout cas une République qui fonctionne, des Français d'origine chinoise qui peuvent se retrouver parfaitement dans leur tradition, dans leur culture et en même temps dans l'intégration à la République française. Et j'en veux pour preuve le rôle de plus en plus décisif que jouent les jeunes générations qui sont nées sur le territoire national et qui sont porteurs de plein de richesses pour notre communauté nationale. Merci beaucoup.